Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre comment improviser sur le prélude de Bach. Je vais vous donner une technique pour ça. Avant, je voudrais juste me présenter un petit peu par rapport à ça. Je suis pianiste classique et également j'ai un cursus de pianiste de jazz. Ça fait à peu près plus d'une trentaine d'années que je pratique l'improvisation, donc c'est un sujet que je connais vraiment très très bien. On va se poser la question pourquoi improviser sur de la musique classique aujourd'hui. Avant ça, je vais vous donner un petit historique de l'improvisation en ce qui concerne la musique classique en fonction des périodes. Je vais essayer de simplifier un petit peu ça, et pour que vous compreniez que l'improvisation ne fait pas partie simplement que de certains styles de musique. Le jazz, bien sûr, on improvise dans le jazz de façon très systématisée, mais dans la musique classique, c'était le cas avant également. Alors, si vous prenez par exemple la période baroque, le baroque français, par exemple, c'est de 1600 à 1799, à peu près, il y a énormément de compositeurs français. Tous ces compositeurs savaient improviser. Parce que ça faisait partie du cursus du musicien à l'époque, et ils avaient aussi une habitude de composer ce que l'on appelle des préludes non mesurés, c'est-à-dire des préludes qui n'ont pas de barre de mesure, qui sont des improvisations à l'origine, qui ont été jugées assez bonnes par le compositeur pour pouvoir être écrites. Mais du fait qu'il n'y a pas de barre de mesure, on a une grande liberté à les jouer sans rythme. Et ce sont des improvisations à l'origine. Certains compositeurs, ou même des compositrices, comme Elisabeth Jacquet de la Guerre, ou vous prenez Danglebert, ou Couperin, ou Louis Couperin, toute la famille Couperin, enfin tous les compositeurs baroques pratiquement, étaient même capables d'improviser des suites entières, c'est-à-dire l'équivalent de sonates en fait aujourd'hui. Si vous prenez un compositeur comme Bach, qui fait partie de la période baroque, eh bien, il composait des fugues à 5 voix. C'est une forme contre-intuitive d'écriture, c'est-à-dire ce sont des pièces avec plusieurs mélodies superposées, et des fugues à 5 voix, ça veut dire des fugues à 5 mélodies superposées. Alors c'est une technique de composition qui est extrêmement complexe. Alors à jouer c'est très difficile, alors à improviser ça l'est encore plus puisqu'il faut faire des choix encore plus rapides. Donc Bach était très fort en improvisation. Si vous prenez la période qui est juste après, on va parler de la période classique, avec Mozart par exemple. Les 19 sonates de Mozart sont des improvisations. Les gens ne savent pas forcément que ces sonates, c'était des bis. Alors, ça veut dire que quand il donnait un récital, enfin pas forcément un récital, un concert, le public le rappelait et il venait jouer une pièce, il improvisait carrément une sonate entière. Et quand il rentrait chez lui, il l'écrivait. Vous avez également Chopin dans la période romantique, donc la période qui est encore après. Lui était réputé pour improviser mieux qu'il ne composait. Certains disaient que c'était un meilleur improvisateur que compositeur. Il avait beaucoup d'idées. Et dans la même période, vous avez Liszt qui lui était réputé aussi pour être un immense improvisateur. Et c'est assez paradoxal parce que c'est lui qui a tué l'improvisation dans la musique classique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Ce compositeur, enfin Liszt, a inventé le récital. Alors le récital, la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est de jouer un programme bien établi de musique qui n'est pas sa propre musique. On joue la musique des autres devant un public et on doit la jouer par cœur, sans partition. On n'a retenu que ça. Mais à l'époque de Liszt, le récital, c'était, il jouait sa propre musique déjà, tous les compositeurs jouaient leur propre musique, mais ce qui était nouveau, c'est qu'il jouait la musique des autres, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Donc jouer par cœur aussi, c'était quelque chose de nouveau. Et ce qu'on n'a pas retenu en fait de ces récitals, c'est qu'il improvisait sur ses propres œuvres, mais qu'il improvisait aussi sur la musique des autres. Il y a plein d'histoires ou d'anecdotes qui racontent que même en présence de Chopin, il jouait du Chopin et il rajoutait plein de notes et il improvisait dessus. À la fin de ses concerts ou de ses récitals, il demandait au public carrément, il faisait participer le public en leur demandant « Donnez-moi des airs d'opéra et je vais improviser dessus ». Donc il improvisait sur des airs d'opéra et c'était absolument pas du tout préparé. Donc l'improvisation faisait partie du quotidien des musiciens. Le compositeur classique, comme on l'entend aujourd'hui, n'était pas classique. C'est-à-dire que Bach ne faisait pas de musique classique, Chopin ne faisait pas de musique classique, Mozart non plus, Liszt non plus. Ils faisaient la musique de leur temps. Donc ils avaient une approche beaucoup plus vivante qu'on a aujourd'hui. C'est en ça que je voulais parler un petit peu faire un petit historique de l'improvisation. Enfin voilà, de manière un peu simplifiée. Et pour vous montrer que dans le lot de compositeurs et de noms que je viens de vous donner, il y en a sûrement que vous connaissez, et faut savoir qu'ils pratiquaient cet art de l'improvisation.
Alors pourquoi improviser aujourd'hui? Ça permet de se libérer déjà de la forme et de la technique qui est donnée. C'est-à-dire qu'un compositeur, quand il va créer sa pièce, il va faire plein de choix, comme on peut faire en improvisation. Et si on fait des choix, on élimine beaucoup de solutions. Donc, dans notre prélude de Bach, Bach a choisi une formule particulière, que ce soit pour le clavecin ou le piano, ça change strictement rien. Donc, le principe, ça va être de transformer cette technique, d'en faire autre chose, tout en gardant les accords. J'ai créé plein de méthodes d'improvisation pour pouvoir improviser dans plein de domaines différents. Et celle-ci, c'est une technique que je donne un peu au niveau intermédiaire, aux ceux qui démarrent, pour pouvoir commencer à se libérer un peu du texte. Quand on revient sur la partition d'origine ensuite, on a mieux compris la pensée du compositeur, du moins ça aide beaucoup. Et aussi une chose, c'est qu'on n'entend plus du tout la pièce de la même façon. Je vais reparler de Liszt pour terminer. Il y a des fois dans les pièces de Liszt des accords très très graves et très aigus en même temps, et ça résonne beaucoup. Et quand on joue ces accords au milieu du piano et qu'on en fait autre chose, ces accords ne sonnent plus du tout pareil. Des fois, je suis très surpris du choix harmonique qu'il fait. On pourrait en faire carrément autre chose. Mais le choix de la technique pianistique va faire que l'accord va sonner de telle manière ou de telle manière. Donc, on va travailler ça ensemble. C'est pas une technique. Alors, ça s'adresse encore une fois aux gens qui connaissent la pièce. C'est un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de la connaître en entier. Si vous connaissez la moitié de la page, vous pouvez commencer déjà à travailler cet exercice. Et puis, ça s'adresse aussi aux pianistes classiques qui connaissent déjà bien la pièce, mais qui voudraient s'initier un petit peu à l'improvisation et commencer sans forcément rentrer dans de la théorie, comme on pourrait faire dans le jazz ou dans d'autres styles de musique où il faut avoir beaucoup de notions théoriques avant de commencer à improviser. Alors, on y va. Je vais répéter en fait ce que Bach je vais réexpliquer si vous voulez ce que Bach a choisi pour son œuvre, sa pièce. Il a choisi cette formule là, donc c'est-à-dire do mi sol do mi sol do mi. Il va appliquer cette formule pendant toute la pièce, donc ça fait une technique de jeu continue si vous voulez. On va faire à peu près la même chose, mais avec une forme pianistique différente. Une forme pianistique, c'est une technique pianistique différente. Donc plutôt que de jouer l'accord do mi sol de cette manière, on va prendre un peu le contraire de ça. On va appuyer sur la pédale, voilà, la pédale de droite, je précise, tout le long de l'accord, et on va faire exactement les mêmes notes. La disposition des notes à la main gauche étant la même, c'est-à-dire que vous allez avoir do mi à la main gauche, sol do et mi à la main droite. Et vous allez arpéger l'accord de cette manière. Vous allez commencer par do mi, ensuite sol do mi. Remontez comme ça. Do mi, sol do mi. Et on redescend. Ensuite, vous allez passer au deuxième accord et vous allez appliquer exactement le même schéma pianistique, la même forme pianistique, en montant et descendant. Ça va être une improvisation très simple, en fait. Mais si vous voulez, il faut bien démarrer. Donc on va commencer simplement par de l'arpège. Donc là, je vais sur le deuxième accord. Le troisième accord, donc si, ré, sol, ré, fa. Pour revenir à do, mi, sol, do, mi. Do, mi, la, mi, la. Si je répète les quelques mesures que je viens d'exécuter à l'instant, sans coupure, eh bien on obtient ça.
pouvez le faire à la vitesse que vous voulez, très lentement, vite, comme ça vous plaît. N'oubliez pas de changer la pédale sur chaque changement d'accord, pour pas que il y a un phénomène d'accrétion, c'est-à-dire d'accumulation de matière sonore. Ça sera pas très beau sur du Bach. Sur d'autres musiques, ça marche pas trop là-dessus. Donc, relevez bien la pédale entre chaque arpège. Donc ça, c'est une formule, si vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout le clavier. Vous pouvez rester sur 3 octaves à certains passages. Vous pouvez faire tout le clavier si vous en avez envie, puis après simplement rester. Alors, je vais vous montrer un petit exemple avec ce qui reste là de la page. Donc vous avez ensuite ça. Pour vous montrer là, maintenant la deuxième étape, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aligner tout l'arpège sur tout le clavier, vous pouvez rester sur 2 octaves, après accélérer, ralentir, vous êtes vraiment libre là, on met le rythme de côté, je tiens à préciser quand même que là on sort du cadre de la mesure, fixe avec un nombre de temps, etc. Et puis si on continue, on peut rester un certain temps là-dessus. Le but, c'est vraiment de se balader sur le clavier, vous restez le temps que vous voulez sur une position. Si vous en avez envie, il n'y a pas d'obligation à changer systématiquement comme un exercice un peu rigide. Donc, comme je vais encore le répéter, déjà commencez par faire, dans un premier temps, tous les octaves, et en montant et en descendant. Après, essayez d'improviser, donc avec cette formule d'arpège. Encore une fois, je ne change aucune note de la pièce. Je prends exactement les mêmes notes que je déplace d'octave en octave. Donc il n'y a pas de rajout de notes. Libre à vous après d'essayer de trouver d'autres formules. Il y a plein d'idées à avoir avec ça. Je vous en donne une basique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est dans un premier temps tout le clavier juste pour s'entraîner. Après quelques octaves. Après on mélange. On peut rester sur une empreinte un certain temps, et puis ça va vous faire pratiquer la pièce et entendre ces accords d'une manière un peu différente que juste ça. Voilà, donc là vous avez une piste de travail qui est tout à fait intéressante. C'est une ébauche d'improvisation, bien sûr. Si après on peut rajouter du rythme, on peut rajouter des notes, on peut faire beaucoup de choses, mais là je n'ai absolument rien rajouté comme note. On reste sur cette position de base. J'espère que cet exercice d'improvisation vous aura aidé à entendre la pièce d'une manière un peu différente et vous aura aidé à mieux la jouer. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site internet alexandre.fr ou bien m'envoyer un message en direct sur Instagram. D'ici là, je vous souhaite une très belle improvisation et à bientôt.